Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est un webinaire organisé en partenariat avec H2O Lyon, dans lequel nous faisons intervenir des doctorants, des jeunes doctorants qui nous présentent leurs travaux, dans un exercice de synthèse courte et grand public. Nous allons accueillir 4 personnes. Cyril Vallet, qui va nous parler du Rhône, Anifa Bader, qui nous parlait du bocage, Sébastien Autrey, qui nous parlait des petits bryozoaires qui vont dans nos milieux aquatiques, et Paul Vouet, qui nous parlera du solaire et des plans d'eau. Tout de suite, je laisse la parole à Claire-Lise, qui peut nous présenter un petit peu H2O Lyon. Bonjour à tous, et merci, Antoine, pour l'introduction. Donc H2O Lyon, c'est une école universitaire de recherche qui est financée, par, l'État et qui a maintenant un peu plus de 5 ans et qui regroupe, tous les laboratoires de recherche travaillant sur l'eau douce à Lyon et à Saint-Étienne, avec comme objectif, de favoriser le lien entre la formation et la recherche, de favoriser aussi, la visibilité internationale, des travaux, sur, l'eau douce, française et aussi, de favoriser l'interdisciplinarité et le lien avec les pratiques et c'est dans ce cadre-là, donc on organise, régulièrement des webinaires avec, Réseau Rivière. Donc là, c'est le 7e, webinaire Les pieds dans l'eau, avec un objectif que, vous puissiez, voilà, échanger avec, ces doctorants et découvrir, très en amont, leurs, travaux et donc effectivement, comme disait Antoine, aujourd'hui, il y aura, 4 doctorants, de Lyon et de Saint-Étienne. Donc, en fait, Voilà. la particularité, c'est que les travaux sont en cours, donc nous n'avons pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est une introduction effectivement au sujet qui nous préoccupe tous. Rapidement, donc pour dire qu'on a donc à peu près des gens de toute la France qui sont inscrits aujourd'hui, que moi je vous parle de Dijon, c'est le point vert un peu au nord, que Claire-Lise, si je ne me trompe pas, Cyril, Anifa et Paul nous parlent de Lyon, qui est donc le point vert un peu à droite, et donc aussi on a Sébastien qui nous parlera de Saint-Étienne. Sans plus tarder, je vais arrêter de partager l'écran et on va passer à notre premier intervenant, Cyril, et je te laisse la main, Claire-Lise, pour prendre les questions et les réponses, et passer pour les réponses. Merci. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est tout bon, vous m'entendez bien? Donc, je suis Cyril Vallée, voilà, je suis actuellement doctorant au sein de l'ENS à Lyon et de la chaire hydropolitique à Genève. Et moi, je vais vous parler voilà, de la question de la personnalité juridique du fleuve Rhône comme outil de gestion d'un cours d'eau transfrontalier, qui est une question en fait que je me suis posée suite à mes 15 ans d'années professionnelles en tant qu'ingénieur et où cette question est montée en 2017-2020. Et je me suis dit, qu'est-ce que pour nous, en tant que techniciens, ça veut dire? Quel est le challenge derrière cette demande? Et donc ma présentation sera d'abord rapidement sur un contexte international, puis après sur le cas du Rhône lui-même. Au niveau international, donc juste pour vous dire que c'est un mouvement qui a été lancé en 75 en fait par Stone sur une question qui était une extension d'une station de ski et où on devait couper les arbres et lui a dit mais si on demandait l'avis des arbres, est-ce que les arbres accepteraient d'être coupés? Et donc ça, c'est le renouveau de cette question-là, qui passe en 2008-2010 dans les constitutions d'Équateur et de Bolivie, où c'est clairement marqué que la nature a des droits. Puis en 2017, ça arrive via des lois ou des jurisprudences sur des rivières. Donc vous avez trois noms là, Wanganui en Nouvelle-Zélande, Atrato en Colombie et le Gange en Inde, où effectivement on dit ben, la rivière a des droits et on lui reconnaît la personnalité juridique. Et en 2022, c'est sur la Mar Menor, qui est une lagune une côtière en Espagne. Très rapidement, voilà, pour vous dire qu'il y a des cas partout dans le monde, même si là, sur l'Afrique, c'est un peu moins visible, et qu'aujourd'hui, on peut compter plus de 300 initiatives de différents types, dont le tiers, c'est sur les cours d'eau. Au niveau des droits des rivières même, donc voilà, là je vous ai listé un petit peu ce qui existe dans la Déclaration des droits de la rivière, qui est une déclaration portée par des associations depuis 2017. Entre autres, c'est de s'écouler librement, c'est le fait que la rivière a le droit de ne pas être polluée, ou que la rivière a le droit à la régénération et à la restauration. Le lien avec la personnalité juridique, c'est que c'est l'idée que ce serait un outil de mise en œuvre des droits de la rivière, avec trois critères qui sont le fait que la rivière en elle-même pourrait déposer plainte ou assigner en justice,
le fait que la rivière pourrait signer des contrats, comme des contrats d'embauche, enfin, le technicien pourrait être employé par la rivière au lieu du syndicat de rivière, et le fait de posséder, donc la rivière possède elle-même son cours d'eau et l'eau qui s'en écoule. Si on vient maintenant sur ma thèse et sur le Rhône lui-même, donc il y a d'abord, voilà, juste pour vous présenter que j'ai fait à peu près 58 entretiens à ce jour, et avec à la fois des Suisses et des Français, et relativement tous les acteurs qui tournent autour de l'eau, voilà, des élus, l'État, les usagers, des chercheurs évidemment, et puis des organismes internationaux. Sur le Rhône, alors il y a d'abord une question qui est la mise à l'agenda politique. Il y a eu, globalement aujourd'hui, il y a deux acteurs qui sont positionnés là-dessus. Une association suisse qui s'appelle IDEO, qui a lancé une pétition en ligne pour reconnaître les droits du fleuve Rhône et qui a après organisé une assemblée populaire du Rhône sur le même mécanisme que la Convention climat du président Macron. Donc il y a eu une trentaine de citoyens qui ont été formés à des premières réunions, puis après, ces citoyens ont émis des recommandations sur la gestion du fleuve Rhône et la CIPEL, qui est la Commission internationale de protection des eaux du Léman. Donc, c'est un organisme intergouvernemental entre la France et la Suisse. Et eux, au cours d'une réunion participative avec des citoyens et des élus, il y a eu cette question de faire une reconnaissance de la personnalité juridique du lac Léman. Et donc, c'est un axe de travail dans leur plan d'action 2020-2030. Un deuxième point que j'ai étudié, c'est finalement un peu quels sont les paramètres clés qui permettent une émergence de cette discussion. Donc c'est d'abord, ça se caractérise par une émergence au niveau local, un ancrage dans le territoire, c'est pas quelque chose qui vient du national, et c'est plutôt en dehors des institutions. C'est pas directement porté à l'origine par l'agence de l'eau, par exemple, ou des collectivités. C'est un processus qui prend du temps. Ça a toujours émergé dans des situations de crise, voilà, sociétale, sécuritaire, humanitaire ou écologique. Sachant que là, la question de la crise sur le bassin du Rhône, on peut se la poser, c'est-à-dire qu'il y a des crises très localisées probablement, mais il n'y a pas une perception dans la population générale qu'il y a une crise autour du Rhône lui-même. L'objectif, c'est de repenser les relations entre les sociétés et le fleuve. Qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on veut du fleuve et comment on s'inscrit avec lui? Et donc, c'est de co-construire la voie du fleuve et des décisions. Et enfin, la dernière partie de ma thèse, c'est aujourd'hui, en fait, par rapport à tous les entretiens que j'ai pu avoir, il me semble qu'il y a différents discours qui ressortent quand on discute pardon, du fleuve et de la personnalité juridique. C'est d'abord, il y a une vision encore extractiviste, c'est-à-dire que le fleuve, c'est une ressource et qu'on peut l'utiliser, faire de l'hydroélectricité, irriguer encore, de l'eau potable, faire des transferts d'eau, voilà. Bien que tous les acteurs aient une conscience que le fleuve va changer. Il y a une vision écocentrée, le fait que finalement l'homme fait partie de l'écosystème fluvial et si le fleuve va bien, l'homme va bien et inversement. Et puis il y a une demande peut-être, et je pense politique, qui est faite que des associations, des citoyens disent finalement on nous entend pas, on nous écoute pas et nous, c'est une demande, c'est de participer à la prise de décision. Et donc c'est un peu une question de comment la société vraiment fait relation avec le fleuve. Et je vois que j'ai dépassé mon temps, donc je termine très très rapidement, juste pour vous dire qu'il y a plein d'autres manifestations autour du Rhône, autour de la Seine, sur d'autres rivières, voilà. Et entre autres, le fait que on parle des droits de la Seine maintenant avec Anne Hidalgo qui lance une convention. Bon, merci. Merci Cyril euh, pour cette présentation. On vous laisse voilà, poser vos questions à Cyril dans le chat, n'hésitez pas. Euh, Peut-être qu'on peut, je sais que Antoine, tu avais des questions pour Cyril, on peut peut-être commencer par ça et puis ensuite on continuera avec les questions du chat. Effectivement, j'ai une première question peut-être sur cette personnalisation, mais en tant que symbolisation. Donc, on a des assemblées, par exemple, parfois où on vient à dire, ben voilà, cette chaise va représenter la nature, par exemple. Donc là, peut-être le fleuve Rhône, par exemple. Et est-ce que donc ce processus de symbolisation a été mis en place, par exemple dans le cas du Rhône ou dans d'autres cas? Et dans ces cas-là, qui joue le rôle de cette place du Rhône, par exemple, ou d'une rivière dans la chaise vide, en fait? Comment ça se passe dans les cas que tu as pu étudier ou en tout cas discuter? Merci beaucoup pour cette question. Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, dans l'Assemblée, par exemple, citoyenne, il y a des jeux de rôle qui sont organisés où sur les 25 participants, on dit, bah, toi, tu vas être la truite, toi, tu es le héron, toi, tu es l'algue, toi, tu es le sédiment. Et les gens discutent, du coup, donc il y a vraiment
voilà, on se met à la place d'un des éléments de l'écosystème aquatique. Après, sur la personnalité ou comment le fleuve peut s'exprimer elle-même, donc sur le Rhône, il n'y a pas aujourd'hui de modèle ou de vision définitive. Par contre, effectivement, quand on regarde sur les autres bassins versants, en Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est deux personnes, une du gouvernement et une de la population riveraine, qui officiellement s'expriment au nom du fleuve. En Colombie, c'est 14 personnes avec des enfants, des personnes âgées, des hommes et des femmes sur l'ensemble du fleuve qui officiellement portent la voix du fleuve. Et la question, c'est finalement sur le Rhône, ben voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui considèrent ne pas être écoutées et qui disent, mais nous, on voudrait s'exprimer au nom de ce fleuve-là, voilà. Et c'est là où toute la question se noue aujourd'hui. Merci. Il y avait une question dans le chat qui reprenait un peu cette question, c'est-à-dire effectivement de qui représente la rivière si on imagine qu'un technicien est embauché par la rivière. Alors, effectivement, en fait, la rivière, de toute manière, ne s'exprimant pas elle-même, il faut trouver un mécanisme de représentation de la rivière et comment la rivière peut s'exprimer. Et donc là, il y a tout qui est ouvert. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire est-ce que c'est une association qu'on nomme? Est-ce qu'on considère que c'est l'État qui parle au nom de la rivière? Est-ce que, par exemple, sur le Rhône français, c'est la CNR? Est-ce qu'on fait des élections? Euh, et donc, on peut avoir tout un nouveau panel de discussion là-dessus. Et ce que disent les gens, c'est finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas tant la personnalité juridique elle-même, c'est toute cette discussion qui est autour de se dire, il faut exprimer le fleuve autrement que ce qu'il est aujourd'hui, ou du moins, il considère que le fleuve n'est pas pris en compte pour lui-même aujourd'hui, mais uniquement pour les usagers. Et il y a une différence là. Il y a les usagers d'un côté et le fleuve lui-même qui finalement ne s'exprime pas ou n'est pas tant pris en compte que ça, d'après certains activistes. Ici, il y a une question sur les acteurs et la vision extractiviste. Est-ce que les SIG en Suisse ou la CNR en France, est-ce qu'ils sont opposés au fait d'accorder une personnalité juridique du Rhône? Est-ce qu'il y a un positionnement de ces acteurs? Alors, les acteurs qui utilisent aujourd'hui le Rhône, personne s'est opposé frontalement par rapport à la personnalité juridique, par rapport à qui j'ai pu rencontrer. Ils posent plus des questions en se disant, mais qu'est-ce que ça va vraiment apporter et quels peuvent être les blocages? Parce que je pense que, même les plaidoyers, les activistes sont d'accord là-dessus. Enfin, la question, c'est plus de se dire, on fait plus d'électricité à partir du Rhône. Ce serait trop compliqué par rapport à tous nos usages. Par contre, la question, c'est est-ce que on a besoin de faire encore plus d'électricité pour des voitures électriques, par exemple, ou est-ce qu'on peut se dire, ben, on va peut-être essayer de moins se déplacer et ça évitera d'avoir besoin de faire plus d'électricité. Merci. Il y a une question plus générale sur la personnalité juridique et le droit de rivière. Finalement, quel est le meilleur outil et quelles sont les différences entre la personnalité juridique et le droit et les droits de la rivière? Alors, la personnalité juridique, c'est donc par exemple vraiment, comme je l'ai dit, le fait que la nature puisse aller en justice. Après, on peut considérer qu'il y aurait des possibilités de reconnaître des droits en ouvrant le droit de recours à tous les citoyens, alors qu'aujourd'hui, par exemple, le droit de recours ou le droit de déposer plainte au nom de la nature, c'est uniquement des associations qui sont agréées depuis plus de 5 ans par le ministère de l'Environnement. Donc, on voit bien qu'il y a des moyens d'ouvrir peut-être des droits différemment, ou les procédures judiciaires, mais encore une fois, je pense que les gens qui demandent la personnalité juridique, c'est pas tant pour l'activisme juridique qu'il y a derrière, mais c'est plus pour la discussion en amont, en se disant, est-ce qu'on peut tous discuter autrement et réfléchir peut-être autrement? Et une autre question qui va, enfin, qui va un peu dans ce sens et auquel tu as en partie répondu, c'est effectivement le fleuve est déjà représenté au travers d'associations environnementales notamment. Et qu'est-ce que ça apporte le statut juridique en plus du travail de ces associations? Alors, bon, il y a toujours cette question, c'est que l'association, malgré tout, elle représente d'abord elle-même et son discours. Euh, et
Et effectivement, il y a peut-être une petite nuance entre l'association et le fleuve lui-même. Euh, du coup, je suis un peu perdu, pardon, sur la question. C'était qu'est-ce que le statut juridique euh, apporte en plus de ce qui existe déjà, entre autres de travail de toutes les associations qui sont là pour représenter le fleuve. Alors, il y a aussi, pardon, voilà, une partie symbolique peut-être, c'est de se dire, si on reconnaît que le fleuve peut s'exprimer et c'est un être vivant, c'est toute la partie qu'il faut avoir une relation différente. Et donc, cette symbolique-là est peut-être pas représentée directement par les associations elles-mêmes. Question sur le fleuve en lui-même. Qu'entendons-nous par fleuve sur le plan limite géographique? Car c'est un hydrosystème vaste, dont par exemple la ripisylve euh, en fait partie. Est-ce qu'elle appartient au fleuve ou est-ce que c'est quelque chose de séparé dans ces conceptions-là? En fait, voilà. C'est quoi le fleuve finalement? C'est une excellente question et quand j'en discute donc avec les différents acteurs, il y a certains acteurs qui parlent vraiment du fleuve au sens le bassin versant. Et donc c'est l'ensemble du territoire rhodanien, donc avec le Doubs par exemple ou l'Isère, et eux prennent vraiment une vision d'ensemble. Et pour d'autres personnes, effectivement, le fleuve, c'est le bout de la rivière qui est en bas de chez soi et que je vois tous les jours. Et je pense que la question des droits de la rivière se pose tout à fait là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle juste de l'eau comme ça ou est-ce qu'on parle de l'ensemble du territoire? Certains m'ont dit il faut parler des droits du bassin versant du Rhône plutôt que les droits du Rhône lui-même. Et puis moi, je pose la question, mais derrière, est-ce que le glacier du Rhône, par exemple, ça fait pas partie lui-même finalement du fleuve, c'est une partie du fleuve gelé? Et à partir de là, on peut aussi monter sur d'autres questions en disant bah, les précipitations qui alimentent le fleuve, qu'est-ce que c'est, quoi? Donc ça peut effectivement ouvrir beaucoup de débats. Question sur le nombre de fleuves qui ont actuellement une personnalité juridique. Et voilà, dans d'après tes travaux, tu penses qu'une représentation juridique permet une meilleure défense des fleuves, rivières, cours d'eau et hydrosystèmes d'une manière générale? Alors, sur la première question, je pense que il y a peut-être vraiment une dizaine de fleuves maximum où ça fonctionne aujourd'hui, la personnalité juridique, c'est-à-dire où elle était au bout de toutes les contestations, parce qu'en fait, je ne vais pas expliquer, mais dans les processus, là, c'était très très long, avec une fois que la loi a été votée, par exemple, des attaques auprès du Conseil constitutionnel ou des choses comme ça. Donc dans les pays, ça a mis du temps à se mettre en œuvre. Et après, je pense que, est-ce que ça fonctionne? La question, c'est par rapport à quel objectif? Si on pense que la personnalité juridique permet d'améliorer directement les conditions écologiques du fleuve, euh, bah, aujourd'hui, je suis pas très sûr que ça a été fait dans ce sens-là pour les cas où ça existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, c'était plus pour résoudre des problèmes, comme j'ai dit, une crise sociétale entre les Maoris et le gouvernement. En Colombie, c'était plus par rapport à des trafics et des mineurs illégaux et à des problèmes de sécurité par rapport à tous les trafics qui tournent autour de ça. Et progressivement, peut-être que ça résout ces problèmes-là. Il n'y a pas vraiment eu, à ma connaissance, un cas où ça a été mis explicitement dans une logique d'écosystème, à part peut-être sur la Marée Nord, mais aujourd'hui, la Marée Nord, ça commence juste à fonctionner et on n'a pas encore de retour suffisant pour s'exprimer là-dessus, je pense. Si, il y a une question sur est-ce que il y a un réseau qui travaille sur ce sujet? Est-ce que si ça intéresse des gens, il y a quelque chose de déjà structuré euh, Alors, il y a par plusieurs rapport à ces réseaux. questions? Pardon, merci. Il y a effectivement plusieurs réseaux. Il y a un réseau GARN qui est donc au niveau international, GARN, et le réseau Wild of Nature. Et puis, il y a j'ai perdu le nom. En France, l'association qui a milité pour le changement climatique et les prises contre le changement climatique. Euh, enfin, pardon. Je répondrai par écrit s'il faut, je vais retrouver le nom, je l'ai égaré là.
c'est plutôt des réseaux de militants ou de recherche ou d'acteurs? Il y a Ou les c'est deux, en fait. Il y a à la fois des réseaux militants, donc là, c'est ceux que je viens de citer, et puis il y a des réseaux d'acteurs qui sont plutôt dans le monde anglophone aujourd'hui, puisqu'à l'origine, c'était plutôt parti dans des pays anglophones. question? Euh, de votre expérience et des retours des entretiens, qu'est-ce qui est faisable selon la définition du fleuve pour rendre applicable cette question d'entité juridique? Euh, là, c'est voilà, c'est un étudiant du master IWS qui, du coup, donne son point de vue. L'idéal serait de reconnaître tout l'hydrosystème, mais en termes applicables assez rapidement avant qu'on ne puisse plus agir. Donc voilà, quelle serait la bonne délimitation? Parce que je reviens au début. Qu'est-ce qui est faisable Ouais. finalement selon la définition du fleuve pour rendre applicable cette question d'entité juridique? Euh, donc effectivement, enfin, le fleuve, j'allais dire, je sais pas où est sa limite, où ça s'arrête, et c'est probablement la problématique aussi sur la directive cadre, sur les problématiques des fossés ou des zones humides. Est-ce que c'est un cours d'eau, est-ce que c'est pas un cours d'eau? On va retrouver ces mêmes problématiques, de toute manière, à partir du moment donné où on va vouloir délimiter géographiquement ou cartographier vraiment les limites du fleuve. Après, qu'est-ce qui est faisable? C'est probablement d'ouvrir la discussion encore plus ou peut-être favoriser plus de consultations ou réfléchir autrement à des consultations des populations locales pour voir qu'est-ce que vous voulez faire du fleuve. Et là-dessus, je pense par exemple à l'agence de l'Euro de Méditerranée-Corse qui a lancé en 2024 un processus assembléiste aussi, où ils ont choisi 30 citoyens tirés au hasard par les instituts statistiques pour leur demander quel était leur avis ou quelle était leur vision sur le Rhône et sur le SDAGE, qui est donc un des documents de planification. Ensuite, une remarque, donc certains disent que juridiquement tout existe pour protéger le fleuve et qu'il faudrait plutôt dépenser de l'énergie pour faire appliquer le droit. Ici, de ce que tu nous dis, c'est que l'objet des démarches est plutôt social. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas renommer cette démarche pour être plus clair sur qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, peut-être ça, après, c'est aux acteurs qui portent de voir s'ils veulent renommer effectivement leur démarche. Euh, mais certains acteurs ont effectivement dit, en fait, très clairement, ils m'ont dit, et j'étais un peu surpris au début, ils m'ont dit, mais la personnalité juridique, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment toute la discussion qu'il y a autour et reconstruire le lien d'interdépendance et de relation avec le fleuve. Après, peut-être que si on l'avance comme ça, pour nous, occidentaux, en France aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué parce que, effectivement, enfin, depuis 200 ou 300 ans, en tout cas, on est séparé de la nature, culture, avec des scolas et des questions comme ça qui remontent un peu philosophiquement et on va peut-être perdre un peu aussi un appui ou peut-être que ça fera moins parler aux gens. Mais c'est peut-être une réflexion à avoir, hein, c'est-à-dire quel est l'outil de communication ou qu'est-ce qu'on veut mettre en avant effectivement. Merci. Et Passer à l'intervention ouais, suivante. alors oui, tout à fait. Vous pouvez continuer à poser des questions à Cyril dans le chat ou par mail. Et à la fin, si on a du temps, on pourra y revenir. Moi, j'ai juste une toute dernière question, 2 minutes pour Cyril, parce que là, tu es en fin de thèse. Et qu'est-ce qui t'intéresse pour la suite? Qu'est-ce que ça a suscité dans ton questionnement, la thèse? Comment tu vois la suite de ce type d'études? Je pense que la suite de ce type d'études, ça va être de dire, à un moment donné, est-ce que ce mouvement qui est porté uniquement par quelques acteurs passe à un débat plus général? Et là, la question, c'est est-ce qu'il y a finalement certaines institutions qui vont essayer d'ouvrir la discussion là-dessus?
Et il faut voir ce que ça va donner, par exemple, à la fois ce qui a été fait au sein de l'agence de l'eau Nuit et Corse, mais aussi, par exemple, sur l'idée d'Anne Hidalgo de dire, bah, nous, à Paris, on va essayer de réfléchir sur les droits de la rivière et voir si ça permet un peu un réenchantement de la démocratie et de la prise de décision. Et je pense que ça, c'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui autour de la démocratie. Merci beaucoup, Cyril, et Non. pour toutes les questions et d'avoir répondu. Et puis, on va passer à la deuxième présentation. Je te repasse la main, Antoine. Merci. Anifa, donc, laissez partager ton écran et allumer la caméra. Voilà, partage ton écran. C'est Très bon? bien. Eh bien, écoute, c'est à toi. La parole est à toi. Merci. D'accord. Bonjour à tous, merci d'être présent à ce webinaire. Moi, je m'appelle Anifa Bader et je suis actuellement en deuxième année, au début de la deuxième année de ma thèse euh, au laboratoire Reverdy en collaboration avec le laboratoire Reversal à l'Institut de recherche NRAE et aussi en collaboration avec le NTPE. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter mon sujet de thèse intitulé Impact des haies sur le temps de transfert de l'eau en versant, suivi géophysique par la suivi géophysique haute fréquence et modélisation hydrogéophysique. Aujourd'hui, je vais vous parler des haies, mais avant cela, saviez-vous qu'est-ce qu'une haie et quels bénéfices apporte-t-elle? Donc, une haie est une formation linéaire composée d'arbres et ou d'arbustes sur au moins 25 mètres de longueur. Et à ce qui concerne l'eau, elle contribue à nombreux services comme la régulation des régimes, du régime des eaux, l'absorption des éléments minéraux, la protection des sols contre l'érosion, ainsi que la protection des berges. Face aux enjeux climatiques, les haies sont de plus en plus mises en avant dans les politiques publiques européennes et françaises pour une gestion durable de l'eau ou des sols, ainsi pour la biodiversité. Mais une question essentielle demeure, quel est quantitativement l'impact des haies sur les versants et surtout l'impact hydrologique et comment cela évoluera avec le changement climatique. La problématique de ma thèse est donc de quantifier pardon, l'impact de la haie sur les transferts d'eau et les processus hydrologiques de subsurface. Mes objectifs se dessinent en trois objectifs selon les échelles spatio-temporelles. Le premier objectif à l'échelle locale, pendant un événement pluvieux, il est connu que les racines favorisent des infiltrations en ralentissant les écoulements de surface. Cependant, le devenir de cette infiltration est mal connu ainsi. Est-ce qu'elle continue vers la nappe ou bien est-ce qu'elle génère des écoulements latéraux ou bien si elle peut simplement absorber par les racines reste inconnu. Pour cela, le premier objectif consiste à analyser la filtration. Le deuxième objectif, quantifier cette infiltration du part et l'evapotranspiration d'autre part, c'est-à-dire passer sur une échelle temporelle. Et pour une échelle plus grande, pour plusieurs haies, chercher la dynamique hydrologique des haies sur un bassin versant. Mon étude porte sur une haie située sur le bassin versant de l'Iseran à Polionais, sur un terrain incliné avec une longueur environ 30 mètres et une partie plus dense d'arbres. Pour répondre à nos objectifs, nous intégrons deux approches. La première approche géophysique, c'est la méthode de la tomographie de réactivité électrique. C'est une méthode qui consiste à injecter du courant électrique entre deux électrodes, par exemple ici entre A et B, et mesurer la différence de potentiel entre deux autres électrodes M et N, et alors calculer la réactivité électrique. Mais pourquoi la réactivité électrique? Pourquoi cette méthode? Puisque la réactivité électrique est liée directement à l'humidité du sol. Plus le sol est humide, plus la réactivité est faible. Nous avons intégré alors deux lignes des électrodes parallèles et perpendiculaires à la haie euh, et reliées, connectées avec le récivimètre en pi.
Voici un exemple des résultats collectés depuis un an. À gauche, en septembre, lors d'événements pluvieux importants, la couleur bleue indique des diminutions de réactivité électrique, traduirait une augmentation de l'humidité ainsi une bulbe d'infiltration sous la haie. À droite, en juillet, l'augmentation de réactivité électrique en rouge traduirait l'évapotranspiration active du sol. La deuxième approche, c'est l'approche hydrologique classique, où nous avons installé des sondes de teneur en haut, à l'amont et à l'aval de la haie pour suivre les variations d'humidité. Le suivi est en cours depuis environ 7-8 mois. Et en plus, nous prévoyons de réaliser des tests d'infiltrométrie et de tressage pour mieux comprendre les flux d'eau. Ainsi, je modélise numériquement l'évolution des paramètres hydrologiques dans le temps en utilisant le logiciel Hydrus. En résumé, alors, ma méthodologie consiste en un couplage hydrogéophysique. Chaque approche présente des verrous scientifiques qu'il reste à résoudre pour comprendre l'infiltration sous la haie. Et en conclusion, moi, je modélise le rôle hydrologique de la haie de l'échelle locale jusqu'au bassin versant et en perspective l'extension de cette avec d'autres haies et dans des différents contextes permettrait d'obtenir une compréhension plus globale de leurs effets. Ces connaissances pour utiliser ces connaissances pour les orienter dans des stratégies de gestion des haies et afin de favoriser une gestion durable de l'eau. Je vous remercie pour votre attention. Je suis ouverte pour toutes vos questions. Merci. Ben, écoutez, il y a déjà une première question. Est-ce que tu as des modèles de résistivité sur plusieurs mois pour mettre en évidence les variations? Juste. Oui, les mesures sont collectées depuis un an, depuis février 2024 jusqu'à aujourd'hui. On prend chaque jour 2 mesures sur les 2 lignes de courant, c'est-à-dire 4 images par jour, le matin et après-midi. D'accord. Autre question. Donc, les haies ne sont pas forcément linéaires, continues. Donc là, tu as un exemple particulier de haie. Est-ce que donc, cette non-linéarité est prise en compte dans les études, entre guillemets, à ce stade-là? Comment tu pourrais, est-ce que tu penses que tu pourras en tirer des leçons pour d'autres types de haies que celle qui est particulièrement prise dans ce cas-là? Pour maintenant, à ce qui concerne ma thèse, non, c'est un peu compliqué de passer pour d'autres et déjà résoudre les 3 verrous et quantifier l'impact pour une et déjà prend du temps. Et à ce qui concerne l'équipe, ils ont intéressé pour étudier plusieurs et hydrologiquement. Et alors, il est prévu un stage à INRAE, je pense, l'année prochaine pour explorer cette piste pour plusieurs haies. Euh, oui, mais pour Et, moi, c'est seulement une haie. et donc, justement, c'est un peu la question du test à blanc. Est-ce que tu as, par exemple, sur ce site, ou est-ce que vous envisagez d'équiper peut-être un peu à côté de la haie, euh, dans une zone où il n'y a pas de haie, pour voir si le sol se comporte de la même façon, si c'est, entre guillemets, la bulle bleue qu'on a vue sous la Terre, un artefact géologique, en fait, entre guillemets, où on peut bien identifier que c'est la haie par sa présence qui fait cette bulle bleue. En se basant sur plusieurs images et plusieurs inversions, on n'a pas pensé que c'est des artefacts, alors que on prend des mesures sur 2 lignes et cette bulle d'infiltration se présente sur les 2 lignes. Alors, pour cela, je ne sais pas si on fait d'autres
expérience ou bien un test sur terrain, mais on peut dire que il y a quelque chose qui se passe sous la haie à ce qui concerne l'humidité, mais comment la bien détecter, ça c'est ce que je suis en train de faire, d'optimiser la méthode ERT et le déclenchement des mesures de façon qu'on déclenche des mesures dès le début de l'infiltration jusqu'à la fin, qu'on ne le sait pas, en se basant liant les mesures ERT par les données des teneurs en eau et des stations météo. Et en se basant sur ces données, on déclenche notre mesure et comme ça, on peut vérifier qu'est-ce qu'il passe exactement avec cette bulbe sous la haie. D'accord. Et un peu dans le même style de question, hein, comment ces méthodes, alors peut-être pas au niveau de la haie, mais peut-être dans ces méthodes qui ont pu être employées sur d'autres sols, est-ce que ça appréhende bien la diversité des sols, leur structure particulière? Cette méthode que tu appliques là avec les lignes de mesure, est-ce qu'elle a été testée sur d'autres types d'endroits et on voit, entre guillemets, un impact de la structure du sol ou pas? Sur la structure de sol, c'est déjà les lignes des électrodes passent plus que 50 mètres de longueur. Et alors, déjà, on peut voir comment le sol intervenir avec les infiltrations. Mais non, je n'étais pas très intéressée à ce qui passe un peu à l'extérieur de la haie. J'étais plus concentrée dans ma première année sous la haie. Même, j'ai pas très analysé et interprété les résultats. Mais en se basant sur les premières observations seulement, j'étais plus concentrée sous la haie. Alors, je reprends la question. Euh, Donc là, la haie particulièrement, celle que tu as suivie, c'est une haie qui est assez ancienne ou c'est une haie récente? Parce que tu as une question sur la différence de hauteur ou de profondeur, on va dire, des racines qui peuvent jouer en fonction de l'âge de la haie. Est-ce que, par exemple, dans la haie, il y a des arbres de différents âges? Est-ce qu'on arrive à avoir des choses différentes selon l'âge de l'arbre? Je sais pas. Oui, la haie est ancienne. Je n'ai pas de données exactement à ce qui concerne l'âge, mais elle est ancienne. Elle est partiellement coupée avec des restes de souches et avec quelques arbres étaillés de ronces. À ce qui concerne les racines, je n'ai pas beaucoup des données précises à ce qui concerne la surface. Mais en se basant sur les résistivités électriques, des mesures sans faire des time-lapse, j'ai pas mal des différences de résistivité électrique sous la haie jusqu'à une profondeur qui arrive à 5-6 mètres de profondeur, où j'ai une diminution de cette résistivité électrique par rapport à ce qui passe aux parcelles. Et justement, sur la profondeur de mesure, avec l'outillage que tu as mis en place, on dépasse les 5-6 mètres de profondeur, j'imagine. C'est quoi, entre guillemets, la tranche de sol qui est explorée, ou en tout cas qui est mesurée? À ce qui concerne le profondeur d'investigation, en réalité, ça change à ce qui concerne les saisons, mais c'est à peu près 6 mètres de profondeur, les images. Les images ont à Et peu près 6 mètres de profondeur, d'accord. oui, et les sondes de TDR pour 90 centimètres de profondeur. D'accord. Alors, des questions plutôt sur la biologie, mais je pense que c'est pas l'objet, effectivement. Est-ce que l'analyse, entre guillemets, des sols qui pourrait montrer, par exemple, la présence de mycorhizes, donc d'autres, entre guillemets, qu'il n'y a pas que les racines des arbres dans le sol. Et donc la mycorhize joue pas mal dans les échanges pour capter l'eau et la stocker. Est-ce que, par exemple, il y a eu une analyse qui est prévue, ou en tout cas envisageable, sur justement le constitution biologique, est-ce qu'il y a des mycorhizes ou pas dans le sol, au sous-sol, à cet endroit-là? Pour ma thèse, non, je ne D'accord. pense pas. Donc, dans le cadre de la thèse, la haie en elle-même, elle est décrite, largeur, continuité, type d'étage. Est-ce qu'il y a bien un descriptif précis de cette haie de prévu?
Oui, 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 c'est intéressant de regarder aussi parce que depuis un an, les arbres étaient plus petites et maintenant elles sont plus grandes de quelques centimètres. Ainsi, alors on a augmentation des et changement des arbres. Alors oui, c'est intéressant de voir et de essayer. De voir qu'est-ce qui passe au niveau de la haie et surtout aussi parce que en discutant avec des géophysiciens, ils ont aussi demandé de voir l'ombre de cette haie Mhm. parce qu'elle peut affecter l'humidité du sol et alors notre mesure. Et là, par rapport à ton travail de thèse, donc là, tu nous présentes des premiers résultats. Ouais. Quand est-ce qu'il y a des choses diffusables aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés effectivement par ce que tu présentes. Est-ce qu'il y a des documents ou des choses déjà produits? J'ai déjà participé à une conférence EGU où j'ai présenté un poster, mais c'était plutôt sur l'idée d'optimiser temporellement la méthode ERT. Et alors savoir quand on déclenche et présenter l'idée des déclenchements en se basant sur les centres d'humidité et les stations météo en utilisant l'AMPI parce que les récivimètres qui sont utilisables ne permettent pas permettent de prendre des mesures automatiquement en fonction du temps ou bien manuellement. Et ben pour cela, en utilisant AMPI, on peut coder sur Python et lancer des mesures en se basant sur des données de saturation et des précipitations. Et c'était alors un poster à ce qui concerne cette idée. Et nous travaillons sur un article aussi sur cette idée. Elle peut être soumettre en mai 2025 mais bien sûr, ça prend du temps pour être publié. D'accord. Juste pour préciser, la fin de ta thèse, c'est prévu pour quand? Pardon? La fin de la thèse, c'est prévu pour quand? Novembre 2026. Ok. Peut-être un dernier point sur les verrous que tu as évoqués assez vite. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en reparler juste rapidement pour expliquer les enjeux en fait, entre guillemets de fonctionnement de justement ce qui reste, les difficultés. Tu peux peut-être repasser sur la diapo et Ok. puis nous l'expliciter. Oui. Alors, la première verrou consiste c'est en relation avec les sondes TDR et les tests d'infiltrométrie. Alors, à ce qui concerne ces mesures, elles sont localisées et pour des profondeurs limitées. Ainsi, on a une complexité quand on parle de racines et sols. Pour cela, alors, on a intégré l'approche géophysique, la tomographie de resistivité électrique pour avoir une image de ce qu'il passe en 2D, de ce qu'il passe sous la haie. La verrou numéro 2 était sur la résolution temporelle de l'approche géophysique, la tomographie de resistivité électrique, puisqu'on ne peut pas capter, la capture est limitée pour des variations rapides de l'humidité en temps réel. Et pour cela, c'était l'idée de l'article de travailler où je travaille maintenant sur une optimisation sur cette méthode temporellement. Et pour la verrou numéro 3, et c'est à ce qui concerne le couplage hydrogéophysique, euh, alors pour avoir des mesures spatiales et avec des résolutions dans le temps, on mélange les deux mais la verrou, c'est pour qu'est-ce qu'on fait, comment faire, est-ce qu'on passe des résistivités
vers des teneurs en eau en utilisant des relations pétrophysiques, ou bien l'inverse, de teneurs en eau vers des restivités, ou bien est-ce qu'on compare seulement les images entre ce qui est modélisé hydrologiquement et ce qui est mesuré géophysiquement. Et alors, tout ça, ce sont des idées, mais on n'a pas encore décidé quelle est la bonne solution pour cette verrou. Oui, c'est en résumé. Alors, ERT nous donne une résolution spatiale haute pour l'humidité et les TDR donnent une résolution temporelle précise, mais pour des profondeurs limitées. Et alors, le couplage, c'est une vision complète des dynamiques hydrologiques pour comprendre les dynamiques hydrologiques sous la haie. Merci beaucoup. Donc, on voit que c'est un sujet complexe entre la modélisation, la mesure et savoir ce qui va se passer sous la haie particulière d'une haie et puis ce qui va se passer à l'échelle du bassin versant. En fait, on a encore beaucoup de travail. Et Ouais. donc, malgré ça, en fait, on voit quand même qu'il y a des premières choses qu'on voit, comme on voit un bulbe bleu, hein, quelque part. Après, il faut l'interpréter, mais c'est déjà ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je passe la main donc pour le prochain Bon. témoin et donc je laisse passer à Claire-Lise. Merci. Merci beaucoup. On va passer à Sébastien Autré, qui va nous parler de risques sanitaires lors des baignades et de bryozoaires. Tu peux partager, parfait. C'est ça. Alors bonjour à tous, je me présente Sébastien Autré, je réalise une thèse que j'ai commencée en septembre 2024 au laboratoire Environnement, Ville et Société, qui est composante de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Donc moi, je vais vous parler de la réévaluation du risque cyanobactérie en prenant en compte un bryozoaire Pectinatella magnifica. Donc avant de vous parler de réévaluation du risque cyanobactérie, je vais vous parler de l'évaluation. Comment elle est réalisée? Déjà, elle est réalisée par l'ARS sur un peu plus de 3000 sites répertoriés en France qui constituent des baignades réglementaires. Cette surveillance, elle est réalisée toutes les 2 semaines, enfin sur la majorité des sites, durant la période estivale, de juillet à fin août. 3 paramètres sont évalués. Escherichia coli enterocoque, qui sont des bactéries fécales, mais nous, on va plus s'intéresser justement aux cyanobactéries. Donc, pour réaliser cette surveillance de baignade, on mesure un biovolume de cyanobactéries toxinogènes. Si celui-ci dépasse 1 mm3 par litre, on va doser les toxines. Donc, on en compte 4 avec des seuils différents. Si un ou plusieurs seuils est dépassé, on a alors une fermeture de baignade. Pourquoi l'ARS ferme la baignade en cas de dépassement de ces toxines? C'est parce qu'on a des risques sanitaires qui sont liés aux cyanotoxines. Donc, par simple contact de la peau, on peut avoir des problèmes cutanés, mais par ingestion de cette eau avec un fort taux de toxines, on peut avoir des risques digestifs, pulmonaires ou même neurologiques. On a également plusieurs morts d'animaux qui ont été recensées en France, notamment des chiens ou des chevaux. Notre site d'étude principal, c'est le lac de Devecé, un lac de moyenne montagne au nord de l'Ardèche, lac artificiel. On a pu constater plusieurs blooms de cyanobactéries entraînant par moment des fermetures de baignade. Donc, les 2 dernières en date ont été observées en octobre 2023. Donc, après la surveillance effectuée par l'ARS, donc ça n'a pas entraîné de fermeture de baignade. Et un l'année dernière, en juillet 2024, donc en pleine saison estivale, avec un gros bloom. On peut voir les blooms, c'est assez impressionnant, avec des grosses nappes un peu marron-vert. Le genre principal, c'était Microcystis, donc un genre toxinogène, et également Vorenichinnia. Là également, ça n'a pas provoqué de fermeture de baignade, parce qu'il faut savoir que la surveillance, elle se fait juste sur une petite zone qui constitue la zone de baignade surveillée. Et là, le bloom, il était en dehors de cette zone. Donc, il n'y a pas eu de fermeture de baignade malgré la présence de ces genres toxinogènes. Outre les cyanobactéries, au lac de Devecé et bien ailleurs, on a la présence de Pectinatella magnifica, qui est cet étrange bryozoaire venu d'Amérique du Nord et qui est arrivé en Europe vers la fin du 19e siècle. Donc, c'est un organisme colonial qui se développe sous la forme de grosses masses gélatineuses qui peuvent faire plusieurs dizaines de centimètres et à la surface desquelles on peut voir le développement de rosettes d'individus
Ces rosettes, elles sont constituées de plusieurs centaines d'individus. Et les individus, on peut le voir sur la vidéo, ils sont constitués d'une couronne de tentacules qui permet justement l'alimentation des individus par filtration de l'eau. Et ces individus, il faut savoir qu'ils sont principalement bactériophages. Donc, on s'est intéressé un petit peu au microbiote qui était hébergé par ces pectinatella. Donc, on a 2 types de zones de surface sur lesquelles on aime prélever. Donc, soit à la surface des ooïdes et à l'intérieur de ceux-ci. Donc, on a principalement des cyanobactéries planctoniques. Donc, là, je vous ai mis 2 genres, les genres qu'on retrouve principalement, Voroneschimia et Microcystis, qui sont 2 genres toxinogènes. Mais également, on observe assez régulièrement la présence d'un biofilm constitué de cyanobactéries benthiques. Donc, ce biofilm, il se développe soit à la surface, enfin sur la grosse colonie ou dessous la colonie à l'interface eau, enfin sol et structure gélatineuse. Donc là, on retrouve des cyanobactéries un peu plus filamenteuses comme Formidium et Pseudanabena, mais qui sont également toxinogènes. Donc, on se pose la question de savoir, on observe beaucoup de cyanobactéries qui sont toxiques. Donc, on essaye de se demander si la présence de Pectinatella peut augmenter le risque pour les baigneurs. Donc, notre approche, elle se divise en 3 parties. Donc, la première, c'est améliorer la connaissance sur l'écologie de Pectinatella, puisqu'on a peu de biblios et surtout, on ne connaît pas les facteurs de développement. Donc, déjà, étudier sa distribution et quantifier sa biomasse sur notre site d'études, savoir quels sont les impacts des apports de nutriments. Est-ce que, comme pour les cyanobactéries, où le phosphore est un facteur limitant, est-ce que c'est également le cas pour le développement de Pectinatella? On va également faire une identification du microbiote hébergé dans Pectinatella et dans l'eau environnante, donc par analyse ohmique et par observation microscopique. Et également, le point le plus important, on va quantifier les toxines. Donc, soit par quantification directe des toxines, on en a identifié 2 qui sont d'intérêt, anatoxine qui est une neurotoxine et microcystine qui est la toxine la plus présente. Donc, soit par quantification directe de la toxine, soit par identification de la présence du gène qui permet la production de toxines. Donc, cette approche, elle va être réalisée principalement sur le lac de Devessé, mais on cherche aussi à repérer plusieurs endroits en France où se développe ce bryozoaire. Donc, si parmi vous, vous avez des territoires qui sont sujets au développement de Pectinatella, je veux bien vos retours pour éventuellement mettre en place une campagne d'identification avec vous. Merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Sébastien. On attend les questions dans le chat. Il y a Avril Quentin qui dit qu'il y a beaucoup de Pectinatella sur le Lot aval D'accord. C'est vrai et que aussi qu'il y a de très grosses et nombreuses colonies cette année en Corrèze, notamment sur le lac de Triouzoun. d'accord, c'est noté. Triosone. Ouais, on te transmettra les contacts du coup. Ça marche, super. C'est vrai que ce bryozoaire se développe surtout en milieu lentique, mais il peut être présent aussi en rivière quand le courant est pas trop important et pas trop Du coup, il y a il y a une question sur ça. Est-ce qu'il est présent en raison de la baisse des débits? Et ben justement, ouais, c'est ce que je disais, c'est principalement en milieu lentique parce que ça forme des grosses structures qui s'accrochent soit sur des branches, soit qui poussent autour de rochers. Donc, généralement, c'est visible à faible profondeur, donc on peut le voir des berges. Après, est-ce que la présence augmente avec la diminution du débit? Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, oui, il faut un faible débit pour son développement. Très bien. Alors, on a du coup d'autres remarques aussi. Forte présence sur le plan d'eau artificiel utilisé pour la production d'eau potable à Creusot-Monceau. Le fait que le Lot est fortement impacté par des barrages hydroélectriques qui peuvent avoir une influence sur le développement de Pectinatella et qu'il y en a également sur les plans d'eau sur le bassin versant Aveyron-Amont. Voilà, donc on te Merci donnera pour tous toutes ces contacts-là. En tout cas, ça montre un peu que c'est un vrai sujet de questionnement. Et il y a quelqu'un qui demande, voilà, quel est
peut-être de repréciser l'objectif. Est-ce que tu échantillonnes Pectina Tella dans le cadre des suivis ARS? Non, pas du tout, Pectinatella est pas encore pris en compte dans le suivi ARS, mais ça serait le but justement de savoir le risque qui implique, la présence et la prolifération généralement en grande quantité de Pectinatella. Est-ce que, bah, ça induit un risque pour les baigneurs en relarguant de la toxine, en hébergeant, une grosse concentration de cyanobactéries qui justement elles-mêmes peuvent produire de la toxine? Donc c'est justement le but de ma thèse. Très bien. Et est-ce que selon toi, Pectinatella pourrait être, un moyen pour lutter contre les cyanobactéries, vu qu'elle les concentre? Et bah, justement, c'est principalement bactériophage, mais on n'a pas enfin, on remarque surtout que quand on fait des observations microscopiques, la majorité des cyanobactéries, ben, sont bien vivantes. Après, est-ce qu'elles produisent de la toxine? Est-ce qu'elles ont le gène, qui permet la production de toxines? Ça, c'est toute la question. Mais en tout cas, on n'a pas remarqué, de diminution forcément de la présence de cyanobactéries avec Pectinatella. Et aussi, autre remarque concernant l'ARS, on travaille avec les référents baignade et l'ARS étroitement qui suit nos données et nos recherches. Donc, on collabore pas mal avec l'ARS, oui. Par rapport à cette question, il y en a une autre, c'est, finalement, qu'est-ce qui a porté ton attention sur Pectinatella? Est-ce que c'était une demande de l'ARS? Est-ce que c'est voilà, un souhait de trouver un organisme qui concentre, les cyanobactéries? C'était quoi le point de départ? Alors le point de départ, moi, avant de faire ma thèse, j'ai fait, 2 ans de stage, mes stages de M1 et M2 au lac de Devecé où je suivais les facteurs de prolifération des cyanobactéries et avec, ma directrice de thèse Françoise Girardot, on a remarqué qu'il y avait également la présence de Pectinatella au lac de Devecé et donc on s'est intéressé juste par, pure curiosité, avant le début de la thèse, à ce qui pouvait héberger Pectinatella et on a remarqué que, bah, qu'il y avait potentiellement un lien entre cyano et Pectinatella. C'est pour ça qu'on a orienté la thèse, sur ce sujet. Que prévu d'analyser la température de l'eau. Alors, toutes les données physico-chimiques sont analysées, donc, température de l'eau, pH, conductivité, azote, phosphore. On étudie aussi les paramètres physico-chimiques, donc en lien avec, les paramètres météorologiques en lien avec le bassin versant, pour voir par exemple, quand il y a des forts épisodes pluviaux, est-ce qu'on a un apport, important de nutriments dans le lac? Et est-ce que ça peut justement, impacter, le développement, soit d'un côté Pectinatella, soit le développement des cyanobactéries? Donc on étudie vraiment tous les paramètres, oui. Très bien. Et est-ce qu'il y a des données à l'étranger, sur le développement, de Pectinatella et l'impact sur les écosystèmes? Alors, oui, il y en a beaucoup, beaucoup de pays de l'Est sont impactés et aussi il y a pas mal de références, au Canada, enfin Amérique du Nord. Et est-ce que ça impacte les milieux? Alors, bah, au niveau du microbiote, on ne sait pas trop, mais en tout cas, oui, il peut y avoir des impacts, par exemple, dans les pays d'Asie où, il y a des grosses zones de culture piscicole. Les Pectinatella, en fait, elles poussent, mais elles se développent vraiment partout. Donc, elles peuvent pousser abondamment sur les grillages qui entourent, ces espèces de pisciculture et du coup bloquer les cours bloquer la lumière, bloquer, l'affluent d'eau et aussi sur les captages aussi, à faible profondeur, ça peut aussi, poser des problèmes. Mais après, bactériologiquement, c'est toute la question. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que toi, tu vas étudier l'impact de Pectinatella, sur, l'écologie, les écosystèmes dans ton système, de lac du Dévecé? Alors, sur les écosystèmes, non, pas forcément. Moi, mon but principal, c'est justement de déterminer s'il y a un lien entre, présence de Pectinatella et risques sanitaires, principalement. Merci. Merci. Peut-être une dernière question, OK. Peut-être une dernière question, c'est, là, dans le lac de Dévecé, c'est un lac aussi de baignade, il me Oui, semble? OK, c'est oui. ça. Est-ce que du coup, il y a des enjeux, par rapport, on va dire, de la perception des personnes, sur ces masses, gélatineuses? Est-ce que ça, c'est étudié aussi?
Nous, de notre côté, on est souvent sur site, notamment juillet, août, donc on fait un gros travail de médiation auprès du public pour justement expliquer qu'est-ce qu'est Pectinatella, dire que c'est pas des méduses, que c'est pas forcément urticant. Et, euh, et voilà, après, il y a pas de. On a également un projet ami avec l'ARS qui concerne justement tous ces aspects de vulgarisation autour d'un côté de les cyanobactéries, pourquoi on ferme la baignade, mais également Pectinatella pour un petit peu près, un peu expliquer au public ce que c'est, parce que c'est quand même globalement peu connu. Merci beaucoup, Sébastien. On te transmettra toutes les coordonnées qui ont été données dans le chat. Et puis, n'hésitez pas aussi à contacter directement Sébastien sur son adresse email. Et on va passer à la dernière présentation. Je te Merci. passe la parole. Eh bien, Paul, je te laisse partager ton écran. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran et Encore go pour une main. page. Voilà. Super. À toi. C'est tout bon? Oui, merci. Et ben alors on est parti. Donc bonjour à tous, je m'appelle Paul Vouet, je suis doctorant en LENA et aujourd'hui je vais vous présenter ma thèse qui porte sur les effets des panneaux solaires flottants à l'interface aquatique terrestre. Donc les panneaux solaires flottants sont une nouvelle technologie de panneaux solaires qui ont plein d'avantages. Donc par exemple, comparé à surface équivalente, les panneaux solaires flottants vont avoir un meilleur rendement qu'un panneau terrestre. Et ils utilisent une surface qui était encore inutilisée pour l'instant, qui est la surface d'un lac ou la surface d'un plan d'eau. Malheureusement, il n'existe encore que très peu, voire pas du tout, d'informations sur l'impact de ces panneaux sur l'environnement aquatique. C'est pourquoi moi je travaille sur 8 sites qui sont des lacs de gravière dans la région de Montélimar. Et sur ces 8 sites, il y en a 5 où il y aura l'installation de panneaux solaires et j'ai 3 sites témoins. Mes différents lacs sont répartis le long d'un gradient trophique. Donc la trophie, c'est l'activité présente dans un lac. Un lac oligotrophe est un lac où il y a peu d'activité, alors qu'un lac eutrophe est un lac où il y a une forte activité, il y a beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux et beaucoup d'insectes. Donc vous allez peut-être me poser la question, mais qu'est-ce qu'un lac de gravière? Donc un lac de gravière est issu de l'excavation de gravier, donc qui va être utilisé pour la voirie ou pour les constructions. Et donc pendant que ce gravier va être extrait, à un moment, les usines vont rencontrer la nappe phréatique, la poche de la nappe phréatique qu'ils vont percer, et on se retrouve très rapidement avec un milieu, une masse d'eau en friche, où il n'y a pas encore beaucoup de choses pas beaucoup de choses. Mais bon, comme l'a dit un célèbre chercheur, le docteur Ian Malcolm dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Et donc très rapidement, des plantes, des insectes et des animaux vont venir coloniser ce milieu et mettre en place toute une cascade de cycles et d'échanges dans le milieu. Et donc moi, je m'intéresse à un cycle en particulier qui est le cycle du carbone. Le carbone qui est une des briques fondamentales de la vie sur Terre. Et donc moi, je vais m'intéresser au carbone qui est présent dans les plantes, dans les larves d'insectes et les animaux, mais aussi dans des gaz à effet de serre tels que le CO2 et le méthane. Donc voilà comment fonctionne un lac. Donc euh, l'apport de matière organique, donc le carbone va être apporté sous forme de matière organique. Donc la matière organique peut être d'origine alloctone, c'est-à-dire des plantes de la ripisylve, des débris ligneux, des feuilles, mais aussi autochtone, avec la présence d'algues ou de macrophytes ou de plantes aquatiques. Cette matière organique va sédimenter et donc arriver au fond de notre masse d'eau. Et ici, cette matière organique va être transformée par des communautés. Donc il y a des communautés microbiennes mais aussi des communautés macrobenthiques, telles que des larves d'insectes qui vivent dans les sédiments. Les communautés microbiennes vont transformer cette matière organique avec toute une cascade de chaînes de respiration et vont en résulter des émissions et de la production de certains gaz tels que le CO2 et le méthane, tandis que nos communautés macrobenthiques vont, elles, se nourrir et se servir de cette matière organique comme un carburant, leur permettant de pouvoir émerger, donc c'est-à-dire passer sous forme adulte aérienne. Et ensuite, ces insectes vont pouvoir être mangés par des consommateurs terrestres tels que les oiseaux et les chauves-souris. Donc là, on peut voir rapidement la corrélation et la bonne entente en fait entre mes sites. Donc on peut observer que mes sites bleus sont mes sites témoins
et mes sites orange sont mes sites test, où il y aura l'installation de panneaux. Donc on observe que les sites témoins sont bien rapprochés, et donc on observe une bonne corrélation entre le fonctionnement de nos sites témoins et nos sites test. Donc on pourra avoir une bonne comparaison de ces datas. Donc pour le moment, on est encore dans la phase de avant l'installation de panneaux, mais on peut s'imaginer que l'installation de ces panneaux solaires peuvent modifier beaucoup les cycles présents à plusieurs échelles de temps, donc à des courtes échelles de temps et à des temps beaucoup plus longs, mais aussi à différents endroits, que ce soit l'apport de la matière organique, la transformation ou la réémission du carbone sous forme d'insectes ou de gaz à effet de serre. C'est pourquoi j'ai réalisé une expérience en mésocosme à Rennes, où j'ai suivi 12 mésocosmes avec différents pourcentages de recouvrement sur ces mésocosmes. Et dessus, j'ai fait surtout des mesures de gaz dissous, donc CO2 et méthane, mais aussi j'ai fait de la mesure d'émergence d'insectes. Donc pour la suite, il me reste maintenant quelques expériences encore en laboratoire à réaliser, mais surtout beaucoup d'analyses de statistiques, et il me reste bien sûr la rédaction. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Peut-être une petite question de compréhension sur le mot mésocosme. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, rapidement? pardon. Donc un mésocosme, en fait, c'est un petit site. Donc là, par exemple, ici, ce sont des masses d'eau qui font 5 mètres par 5 mètres, avec environ 1,20 m de profondeur. En fait, c'est pour représenter un lac, mais en tout petit, avec des conditions contrôlées. Donc la température est la même partout, la quantité de plantes est la même partout. Et donc comme ça, c'est pour représenter la vie, mais en plus simple. Est-ce qu'au niveau justement des sites à l'étranger, je pense qu'il y a en France, je ne suis pas sûr qu'il y a encore beaucoup de sites, mais je sais qu'il y a pas mal de sites à l'étranger qui sont déjà en cours de couverture ou déjà couverts de panneaux solaires. Est-ce que tu as pu récupérer des choses là-dessus ou est-ce que c'est en cours de prospection? Oui, bah en fait, pour le moment, dans la littérature, il est noté qu'il y a énormément de panneaux qui sont en train d'être installés avec des technologies différentes. Il y en a certains, ça va être avec des piliers qui vont être dans l'eau et les panneaux sont à la surface de l'eau, donc ils peuvent avoir deux fois de la réflexion. Il y a d'autres où il y a carrément une bâche qui est installée sur le plan d'eau, avec les panneaux posés sur la bâche. En fait, il y a plusieurs technologies qui sont en train d'être mises en place, mais pour le moment, les connaissances qu'on a sur l'impact de l'environnement sont de la modélisation mathématique, et il n'y a pas encore vraiment d'études de terrain qui ont été faites. Je peux passer en fait à la dernière diapo pour que ton adresse mail apparaisse. Bien sûr. Petite question sur la partie justement impact sur le système. Est-ce que tu vas étudier aussi, je dirais plus précisément, par exemple, ça peut avoir un impact sur certains types d'émergence d'insectes et pas d'autres. Mm. Ça, est-ce que tellement ça va creuser, il y avait une question particulière sur les moustiques, mais est-ce que tu vois, est-ce que une étude précise, entre guillemets, sur la biologie des insectes, par exemple. Eh ben, c'est très intéressant. En effet, en fonction de mes lacs donc, que j'ai suivis, vu que je suis sur un gradient de trophie, on observe des communautés différentes en fonction de nos sites. Et donc, il y a des sites où j'ai énormément de moustiques, d'autres où j'en ai beaucoup moins. Et donc oui, il y aura un impact, mais de savoir est-ce qu'il y aura des espèces plus sensibles que d'autres? Juste le futur nous le dira pour le moment, vu qu'il n'y a pas encore les panneaux, on pourra le voir qu'une fois les panneaux installés. Par contre, tu vas l'étudier, en fait. C'est-à-dire que tu vas aller voir au niveau communauté ce qui peut être modifié ou pas. C'est ça, exactement. Ok. Et donc, dans les autres types comment ça s'appelle, d'impact, il y a l'émission de gaz à effet de serre, CO2, méthane. Donc ça va être instrumenté aussi. Ouais. Oui, alors là, pour le moment, on a réalisé des campagnes, différentes campagnes de suivi. Donc, pour pouvoir observer la concentration, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a la production de gaz donc, qui est fait par les sédiments. Donc, on a mis des chambres benthiques donc, qui nous permet de voir en temps réel la production de ces gaz. Il y a la concentration dans l'eau, parce qu'il y a une partie de ces gaz qui va être retransformée et qui va être recyclée avant de pouvoir intégrer l'atmosphère. Et on a une partie émission, donc cette fois-ci à l'interface air-eau, où là on va voir ce qui ressort de l'atmosphère et ce qui va re-rentrer.
Et en fonction de l'installation de panneaux, on peut s'attendre à une diminution de ces émissions, mais une surconcentration dans nos systèmes. Parce que pour pouvoir transmettre du CO2 ou du méthane dans l'atmosphère, il faut qu'il y ait un échange, donc une activité entre l'eau et l'atmosphère. Et l'installation de panneaux peut peut-être bloquer cette émission. Au niveau des types de lacs que tu suis, donc c'est que des lacs de gravière, donc ça concerne pour l'instant pas ni des étangs ni des lacs de barrage, si j'en comprends bien. Et est-ce que justement il y a différents types de dimensions et de profondeur, parce que selon ça, l'écologie effectivement peut être très différente. Oui, là, j'ai une différence de surface, mais on a toujours essayé de rester sur sur une surface assez équivalente, histoire de ne pas avoir trop de facteurs confondants pour pouvoir analyser derrière. Mais bien sûr que la surface et la profondeur sont des facteurs importants sur la concentration et les émissions de gaz et la productivité des insectes en général. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des hypothèses sur les impacts de ces panneaux solaires? Oui, il y a quelques hypothèses. Et ça a été déjà observé, par exemple, c'est en début d'observation sur la Garonne, où ils ont observé déjà une réduction de la température sous les panneaux, qui peut être expliquée par une diminution de l'incidence lumineuse avec les panneaux qui viennent boucher la lumière. Et donc, on a une diminution de la température sous les panneaux. Et donc, on peut déjà s'attendre à ça. Il y a des résultats aussi intéressants sur donc, comme je le disais, sur les gaz qui ont plus de mal à être émis et donc qui vont rester coincés dans la masse d'eau. Et on peut s'attendre aussi à une diminution de l'apport de matière organique, car quand ils doivent installer les panneaux, souvent ils sont obligés de couper toutes les plantes de la ripisylve pour pouvoir tirer les panneaux, parce qu'ils sont montés sur terre. Et donc peut-être que ça va avoir un impact sur cet apport de matière organique et donc sur l'activité derrière de nos lacs. Et sur l'évapotranspiration, parce que la surface d'un lac avec le vent, plus la surface importante, plus il y a de vent, bon, bref, plus ça favorise l'évaporation. Est-ce que justement l'impact des panneaux peut être mesuré ou c'est très compliqué? Oui, j'ai lu une étude là-dessus très intéressante où en Égypte, il y a un grand lac, il y a un immense lac sur le Nil et ils veulent installer des panneaux solaires pour d'abord pour la production d'électricité, mais aussi pour éviter pour l'évaporation de l'eau, pour lutter contre ça, pour pouvoir avoir de l'eau plus tard. Donc oui, il y a un impact sur l'évaporation qui est noté et qui peut être bénéfique dans certaines régions. Et par contre, tu auras les moyens de le mesurer, toi, sur ton site, sur tes sites? C'est pas prévu sur mes sites parce que vu que mes sites sont l'eau qui provient de mes lacs, en fait, est issue du Rhône, car il remonte depuis la nappe phréatique. Et donc, en fait, le niveau de l'évaporation, en fait, dépend surtout de. En fait, pour moi, ça va pas changer grand-chose parce que elle vient du dessous, en fait. Mais bien sûr que c'est une question très intéressante. Est-ce que les effets sur la physico-chimie des plans d'eau vont être mesurés après l'installation des panneaux? Oui, bien sûr. Donc là, toutes les mesures que j'ai réalisées sont des mesures de avant installation et elles sont toutes réalisées après installation pour pouvoir voir les différences et pour pouvoir comparer le avant-après et être suivi sur plusieurs années normalement. Hem, mais bien sûr, oui, toutes les mesures physico-chimiques, toutes les mesures d'émission et de transformation en gaz à effet de serre va être analysées et même les émergences pour voir justement cet impact directement, pour pouvoir directement mesurer cet impact. Et est-ce que les animaux type oiseaux, mammifères, ça fait partie des choses observées dans le cadre de ton étude? Ton... Oui, donc moi j'ai observé les oiseaux et les chauves-souris, car elles se servent du point d'eau pour se nourrir, pour se reproduire et donc c'était important pour moi de pouvoir voir cet aspect et donc j'ai travaillé avec la LPO pour installer des capteurs sonores et on va travailler avec l'activité de mesurer avec les cris poussés par les chauves-souris ou par les oiseaux et pour avoir le avant-après bien sûr. Et dans ces lacs, là, actuellement, il y avait des poissons déjà? Est-ce que c'est mesuré, ça? Donc oui, il y a du poisson. On a observé pas mal de silures, pas mal de il y a du poisson. Par contre, je le mesure pas moi directement sur mes sites. Je sais que c'est fait
Sur la Garonne, c'est fait, c'est réalisé. Ils mesurent sur les poissons et sur les écrevisses, il me semble aussi, l'impact des panneaux solaires. Mais moi, dans mon étude, non, je mesure pas les poissons. Et j'avais entendu parler que effectivement, parfois sur les panneaux solaires, ça pouvait être des moyens pour les oiseaux qui vont manger des poissons de se poser. Donc en Mm. fait, ça pouvait amener finalement une nouvelle faune avicole. Est-ce que tu vas observer ça? Parce que en fait, ça peut modifier aussi l'équilibre, puisque une nouvelle faune, apport de matière organique, bref, ça peut Ouais, modifier les conditions initiales, quoi. ouais, ouais, bien sûr, c'est une question qui est intéressante et qui est assez marrante de se dire que il a été observé que les oiseaux se servaient que des panneaux solaires comme d'un nichoir qui leur Dans permettait chaque du soir. coup d'accéder à des points d'eau où ils n'iraient pas d'habitude parce que normalement ils pêchent depuis le bord. Et donc là, ils pourraient avoir accès au milieu du site avec les plus grandes profondeurs. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Je sais pas trop encore comment ça peut être mesurable. Il y avait aussi des questions sur la disposition de guano qui pourrait être du coup redissous dans l'eau. Donc c'est très spécifique, mais c'est une question intéressante, mais je pense pas que ça sera fait jusqu'à là dans cette étude. Alors, il suit que les profondeurs des lacs étant différentes, les lieux d'implantation étant différents, quels sont les biais qui peuvent intervenir et comment sont-ils traités? Les biais Bah, d'implantation, c'est-à-dire je comme en comprends. fait tu as finalement différents types de milieux, comment tu peux les comparer en fait, s'ils sont pas forcément, je dirais, euh, Ah, identiques ouais. et finalement est-ce qu'il y a d'autres biais qui peuvent intervenir et comment ils sont traités? Ouais, c'est pour ça que en fait, on a réparti les lacs selon un gradient trophique qui permet justement de modifier, de contrecarrer ce biais parce qu'on voit que dans mes paramètres physico-chimiques, l'axe principal de corrélation est le niveau trophique. Et donc c'est pour ça on peut s'attendre à des réactions différentes de nos lacs avec l'installation de panneaux en fonction du niveau trophique. C'est-à-dire que un lac oligotrophe, rajouter des panneaux euh, pourrait avoir des effets différents. Par exemple, l'installation de cyanobactéries ou d'algues directement sur les panneaux qui pourraient du coup rajouter de la matière organique qu'il n'y aurait pas eu avant et, euh, et peut-être avoir un effet moins grave sur les. En fait, ça dépend de la surface recouverte et de l'état initial de nos sites. Et Et- le lien avec les mésocosmes que tu as mis en place, qui était pas au même endroit, qui était à Rennes, ouais. Mm. comment tu fais pour traiter finalement, pouvoir comparer deux choses qui sont quand même un peu différentes en termes de climat, en termes de lieu? Ouais. Et ben, l'étude en mésocosme est intéressante parce qu'on a des conditions contrôlées et répétées. Donc, tous les sites ont la même température et ont tous à peu près le même niveau de plantes, la même quantité de poissons a été mise dedans. Et donc, ça nous permet de simplifier les résultats et de voir à un niveau la réplicabilité. Donc, c'est pour ça il y a 12 sites, il y en a 4 où il y a 50% de recouvrement, 4 où il y a 25% de recouvrement et 4 où il n'y a pas de recouvrement. Donc, ça me permet en fait d'avoir déjà une première comparaison à état équivalent sur l'impact même de la surface des panneaux. Les panneaux, en fait, en eux-mêmes, ils vont amener de la matière, que ce soit les supports, la constitution du panneau, donc peut-être une dégradation, des plastiques ou des choses comme ça. Mhm. Est-ce que ça, finalement, il y a un moyen de suivre ces potentiels apports exogènes du fait de l'apport du L'installation des panneaux. matériel? Mhm. J'ai vu que ça a été fait dans un des pays du Nord, je ne sais plus si c'est la Norvège ou la Suède, où ils voulaient installer des panneaux solaires sur leur réservoir d'eau potable. Et justement, dedans, ils mesuraient le leaching, donc l'émission de certains plastiques, de certains adjuvants de plastique, et surtout de métaux lourds. Et je crois que dans leurs études, ils montraient que c'était surtout dépendant de la surface recouverte et qu'à partir de 60%, on atteignait des taux qui étaient où ça devenait dégradant pour le système. D'accord. Donc on peut y avoir mesuré un impact en fait du fait de l'apport de matière pour les panneaux. Ça Mm, peut impacter écologiquement ou en tout cas même en qualité. mm, Qualité écologique, c'est pas la même chose. Qualité de l'eau, le milieu quoi. ouais. Donc là, on avait déjà parlé un petit peu d'histoire d'évaporation. Mhm, Donc sur l'impact sur finalement cette hydrologie.
grand cycle de l'eau, de transfert, cette évaporation. Aujourd'hui, tu n'as pas vu d'études qui mesuraient ça suite à l'équipement de panneaux solaires. Parce que je sais que dans les pays, je pense, il y a des canaux, par exemple, qui sont aux USA, où ils ont commencé à couvrir tous les canaux avec des panneaux solaires, bah, Mhm. dans l'objectif notamment de limiter l'évaporation. Est-ce que toi, de ton côté, tu as pu accéder à des données là-dessus? Non, j'ai pas trop fait attention, vu que je mesure pas l'évaporation, c'est vrai que je m'en suis moins intéressé. Mais je suis sûr que dans tous les cas, il va y avoir un vrai effet du panneau. Parce que vu que le panneau vient couvrir la surface de l'eau, et l'évaporation est mesurée par la vitesse du vent multipliée par la surface du point d'eau. Donc vu que sous le panneau, il n'y a pas de vent, donc il y aura moins d'évaporation dans tous les cas. Mais, non, je j'ai pas trop regardé ça. Et dans les mesures des paramètres physiques, est-ce que tu penses aller assez loin sur la mesure du profil de température pour Ouais, mettre l'évaluation de l'influence des panneaux sur cette évaporation? ouais. Et ben sur mes sites, j'ai au point le plus profond des colonnes de thermie. Donc j'ai une bouée, et sur cette bouée, il y a attaché tous les 50 centimètres des capteurs de thermie jusqu'à la profondeur, qui resteront pendant l'installation des panneaux pour pouvoir voir cet impact de la thermie, si elle va changer sur toute la colonne d'eau, si ce n'est qu'en surface. Et sur ces bouées qui sont installées à l'année, j'ai aussi des capteurs d'oxygène en surface. Et finalement, bon, tu vas pouvoir faire un bilan. Alors, je sais pas, ça en combien de temps que l'analyse est finalisée, à peu près? Alors, on croise les doigts. Normalement, c'est pour, je soumets mon document de thèse en novembre. Donc, D'accord. ça sera dans l'année qu'il y aura les résultats qui vont sortir. D'accord. Donc, en fait, là, il y avait une question sur, finalement, si on mesure un impact globalement majoritairement négatif, est-ce que les panneaux seront retirés? Alors, je pense que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, est-ce qu'on peut, en tout cas, d'après toi, à travers ton travail, euh, arriver à faire un bilan effectivement écosystémique global du système, en fait, Mhm. et aussi climatique, puisque en fait, on est bien d'accord que ça a un impact sur les émissions de GES et tout ça, quoi. Exactement. Euh, je pense qu'il est important que c'est une première étude, donc c'est un peu pilote. Donc, on va observer des choses, je pense, euh, qu'elles soient bénéfiques ou non. Mais après, d'extrapoler ça à tous les systèmes aquatiques, je pense que c'est un peu présomptueux, car chaque système est différent. Les systèmes tropicaux ont un fonctionnement encore très différent que nos systèmes continentaux européens. Il y a des systèmes alpins où ils veulent installer des panneaux, où là aussi on est sur des fonctionnements très différents. Donc extrapoler à tous les fonctionnements, je pense que c'est pas possible, mais ça nous permet déjà d'avoir un premier visu sur ce qui peut être potentiellement présent dans nos eaux à nous. Et justement, EDF qui envisage aussi ce type d'équipement sur ces grands barrages, il y a eu des Mm. liens avec eux, il y a des choses qui sont en cours sur ce même type d'études chez eux. Euh, oui, j'ai vu un petit peu leur pub sur l'installation de panneaux sur leur barrage. Euh, Pas avec moi personnellement. Je pense que si ce n'est pas le cas, c'est important qu'ils le fassent. Mais non, avec moi, enfin, avec notre équipe, j'en ai entendu parler, mais on n'a pas eu d'échange à ce niveau-là. Moi, pour le moment, je travaille avec la CNR, qui est un système encore un peu différent d'EDF. Et juste pour rappeler qu'on avait fait effectivement précédemment dans un webinaire, une intervention, on observait les émissions de GES selon le fonctionnement des étangs des Mhm. tombes. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là de le revoir, puisqu'effectivement sur les étangs, les gravières ne sont pas vidangées théoriquement, mais les étangs en tout cas le sont. Et en fait, selon le fonctionnement, on s'observe effectivement des bilans carbone, entre guillemets, ou GES, qui peut être négatif. Donc c'est pas totalement... euh, c'est pas des systèmes simples. Mm. Il n'y a pas de réponse tout le temps positive et négative. Ça va être plutôt émissif ou pas. Ça va dépendre aussi du climat. Et voilà, il y a quand même des éléments qui ont été étudiés là-dessus. Peut-on imaginer qu'à un niveau trophique équivalent, les impacts sont transposables d'un lac à l'autre? Ça, tu as un peu répondu, mais je te laisse le préciser. Donc, on espère qu'à niveau trophique équivalent, on pourrait avoir des résultats équivalents. Je pense que ça sera le cas, car nos sites sont vraiment drivés par le niveau trophique.
Donc, si il y a des modifications sur les paramètres de trophy, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ces mêmes modifications partout. Mais c'est toujours dépendant de l'environnement et aussi dépendant de la surface recouverte. Parce qu'un système où il y a que 30% de la surface qui va être recouverte aura peut-être rien à voir en résultat, comparé à un système où il y aura 60-70% de recouvrement. Et donc, on va prendre une dernière question avant de clôturer. C'est une question peut-être un peu plus politique, mais y a-t-il un risque de favoriser les bassines sous prétexte d'installer ces réseaux de panneaux solaires? Tu n'as pas forcément la réponse, mais Je suis désolé, j'ai pas du tout la réponse par sur ce contre, c'est sujet. peut-être tu peux revenir sur ta première diapo, celle où on voyait l'expansion effectivement de ces projets. Et tu peux juste Ouais, nous commenter cette courbe en fait qui est quand même assez incroyable. qui est importante, ouais. Et qui commence déjà à être un peu vieille. Je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver de résultats plus récents. Oui, donc c'est une véritable expansion, l'installation de ces panneaux solaires. Il y a des projets en France qui sortent tous les jours pour l'installation de ces panneaux. Après, l'installation met toujours un peu plus de temps que prévu. J'en ai fait les frais. On avait prévu qu'ils soient installés l'année dernière. Du coup, ça s'est décalé sur certains sites. C'est une vraie demande, parce qu'il y a une demande en électricité qui est toujours de plus en plus forte. Donc, et en plus, il semblerait, a priori, que ce soit une énergie verte. Mais après, c'est toujours la question de savoir, de peser le pour et le contre, et de voir à quel point l'impact peut être compensé par la production d'énergie et tout ça. Merci. On va clôturer les différentes interventions. Je vais juste